Colas fait des routes, des travaux publics, enfin pas que des routes, enfin, ça peut être des lignes ferroviaires, ça peut être plein de choses, on fait aussi des bâtiments, des ponts, plein de choses dans le monde entier, dans une cinquantaine de pays, on est 60 000, à peu près 13 milliards de chiffre d'affaires. Et en fait, on est rentré à la marque employeur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on avait du mal à recruter des étudiants en France. Donc en fait, on a défini une magnifique stratégie de marque employeur destinée à recruter des étudiants en France, et ça a bien marché. Ça a bien marché. Par contre, on a ramassé des prix, des choses, on a constaté sur les chiffres, les enquêtes que ça avait bien fonctionné, et c'est très pratique, c'est presque une tricherie en fait, la marque employeur sur les étudiants, parce que c'est presque trop facile. Ils sont dans leurs écoles, on sait exactement effectivement où ils sont, ce qu'ils font, à quel moment ils vont chercher un stage, à quel moment ils vont chercher leur premier emploi. On a même des études qui nous expliquent en fait quelles sont leurs attentes, quels sont leurs employeurs préférés et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre et quel usage ils ont sur le digital. Donc voilà, donc c'était pas évidemment très compliqué de déployer une stratégie a posteriori, et en fait on s'est rendu compte en arrivant là qu'on n'avait pas vraiment traité véritablement le sujet de la marque employeur Colas, parce que la marque employeur Colas, en fait, ça n'est pas que 150 ingénieurs de grandes écoles recrutés en France chaque année. C'est à peu près 6000 recrutements dans le monde, et une grande majorité d'ouvriers, mais aussi des états, des techniciens d'encadrement, et d'autres cadres, pas que des jeunes, aussi des moins jeunes, et pas que des opérationnels, aussi des gens qui sont dans des fonctions support. Donc en fait, on s'est retrouvé avec cette situation-là, et ce casse-tête qu'on a dans les grandes entreprises, dans toutes les grandes entreprises, c'est comment on fait, en fait, pour définir une promesse employeur unique et globale, cohérente, alors qu'on a de multiples activités, qu'on est dans 50 pays, qu'on fait plein de choses, et qu'en fait, on va adresser cette promesse employeur à des centaines, voire des milliers de profils différents, qui vont vivre des centaines, voire des milliers d'expériences différentes en tant que collaborateurs. Donc réponse basique d'agence, on va définir en fait une plateforme de marque, des valeurs, etc. On va définir quelque chose qui soit le plus, comment dire, le dénominateur commun en fait en termes de valeurs, en termes d'identité, qui on est, et on va comment dire, on va le promouvoir au maximum de monde, et puis ça va être nous, et ça va nous permettre d'attirer des gens, et comme on l'a fait en intégrant un maximum de monde et en étant le plus juste possible, on ne décevra pas. En fait, c'est pas ce qu'on a choisi de faire, parce que on n'y croyait pas vraiment, on y croyait moins. On se dit qu'on ne peut pas se résumer à 4-5 valeurs, qu'effectivement le financier à New York, ou l'opérateur de raffinerie en Malaisie, ou le conducteur de travaux en Côte d'Ivoire, ou le responsable de recrutement en France, ils ne faisaient pas la même chose. Donc on s'est demandé comment on allait faire. Voilà, c'est cette histoire que je voudrais vous raconter, parce qu'on a fait différemment. On a imposé autre chose, on s'est dit, on est parti vraiment du principe qu'on voit depuis quelques temps et qu'on retrouve dans la plupart de nos stratégies de marque employeur aujourd'hui, c'est-à-dire on va se centrer sur l'humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de tendance, on parlait de mode, très clairement oui, c'est l'humain, si on met quelqu'un en avant, si possible un vrai salarié d'ailleurs, et on lui fait parler vrai. Il parle sa langue, il raconte son expérience, enfin il est porteur effectivement du discours de marque employeur, à la fois visuellement, dans la forme, mais aussi dans le fond. On n'a pas cherché à faire différemment de ça, on a cherché à exploiter ça en essayant de répondre à la question comment on peut montrer aux gens, au grand public, pas uniquement des étudiants, au monde entier et pas uniquement en France, à toute fonction, tout âge, etc., comment on peut montrer qui on est dans toute notre diversité. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire parler le plus de monde possible, dans le plus de pays possible, avec le plus de fonctions possibles, et le plus longtemps possible. En fait, et là, on retombe sur le principe de la répétition de Morgenstern, si j'ai bien appris ma leçon. Et depuis à peu près maintenant 8 mois, on passe des petites vidéos qui n'ont absolument rien d'extraordinaire en elles-mêmes. C'est-à-dire, vous prenez les petites vidéos que vous pouvez trouver sur nos pages d'entreprise, sont simplement des gens qu'on a été interviewés dans le monde entier. Ils sont danois, ils sont irlandais, français, australiens, canadiens. Et ils vont raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le boulot, enfin pas grand-chose à voir avec le boulot. Ça peut être un Canadien qui a vu un ours sur un chantier un jour, qui raconte ça. Ça peut être un conduit qui dit que sur un chantier en Bretagne, tous les matins, une grand-mère venait leur apporter le café et les gâteaux. C'est tout bête, on leur demande juste de parler quelque chose, de raconter une histoire en 1 minute, en se montrant tels qu'ils sont, en parlant leur propre langue, et on affiche effectivement leur fonction, leur pays, d'où ils parlent, et c'est tout.
Et en fait, on a complètement court-circuité cette réflexion, on a été feignant, mais d'un autre côté, on a complètement court-circuité ce principe d'aller chercher effectivement qui on était, ce travail sur l'identité, ce travail sur les valeurs. On a simplement montré qui on était en montrant le maximum de personnes issues de notre boîte pour, à la fin, au bout d'un an, au bout de 50 vidéos, quand vous en aurez attrapé au vol quelques-unes, que vous aurez vu un conduit de Côte d'Ivoire parler, que vous aurez vu un responsable technique ou un chef de carrière danois ou un responsable sécurité aux États-Unis raconter sa petite histoire qui, une fois encore en elle-même, n'a vraiment rien d'extraordinaire. Je veux dire, quand vous mettez bout à bout tout ça, vous finissez par avoir une sorte de portrait global, un petit peu comme une toile faite par petites touches, et vous saisissez en fait ce qu'est une boîte comme Colas, c'est-à-dire une boîte manifestement où il y a plein de métiers, où les gens sont tous différents, où on est présent dans plein de pays, où en fait on a un boulot, on ne pense pas qu'à ça, on a aussi des trucs à raconter, on a une richesse humaine, et où on a tous joué au même jeu. Donc a priori il y a une forme de cohésion effectivement entre tous ces gens qui se sont exprimés. Donc voilà, c'est l'expérience, c'est l'histoire que je voulais raconter parce qu'elle est intéressante en soi, parce que finalement elle tranche. Alors ne faites pas pareil, puisque effectivement, et ça c'est sans doute important, ça correspond à notre problématique à nous, la problématique impossible de se raconter effectivement alors qu'on est tellement divers, différents, dispersés, que ça paraît difficile d'avoir avec une stratégie unique, de bonne agence, de lancer une campagne de recrutement cohérente et en phase avec ce qui se fait. Ça ne correspond qu'à nous, mais je trouvais que c'était un bon exemple à raconter, de se dire de temps en temps, bah, faut pas écouter son agence, ils n'étaient pas du tout d'accord. Et faut tenter un truc, faut se raconter. Et effectivement, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça fait vraiment des millions de vues, et c'est pas fini, on est à peine à la moitié, on a déjà plus de 5 millions de vues partout. Et les collaborateurs, ils aiment bien ça, et ça, c'est un effet sympa aussi, c'est que c'est devenu une campagne d'engagement, ils aiment bien se voir les uns les autres, se retrouver. De plus en plus, ils proposent des histoires. Certaines sont vraiment poignantes, certaines sont même dures. On ne sait pas comment les traiter. Il y en a une qui va passer là. Je ne sais pas si je dois en avoir honte ou en être fier. Franchement, je vous le dis. C'est un père qui nous a proposé une histoire. Il dit bah voilà, mon fils a une tumeur au cerveau et en fait, on a organisé un truc et je voudrais raconter ça que mes collègues ont participé à une sorte de challenge pour lever des fonds pour l'association en fait qui voulait financer. Et franchement, on s'est gratté la tête, on s'est dit non, on ne peut pas raconter ça, c'est impossible, ce serait comme exploiter la douleur de cette personne. En même temps, j'ai pas pu lui dire non, je vais plus lui dire bah non, on va pas raconter ton histoire, non, ça nous intéresse pas, ou je peux pas, ou c'est compliqué techniquement, enfin c'est trop sensible. Donc on l'a fait, donc je suis allé le voir parce que c'était vraiment, je ne pouvais pas le faire au téléphone, heureusement il est pas loin, il est en Angleterre. Et on a fait ça et on a essayé de le transformer, on va le pousser à fond, on va acheter du sponsoring pour que ce soit vu plus de 500 000 fois rien que cette vidéo, parce qu'à la fin il y a l'adresse de son association où on peut donner effectivement pour aider les enfants qui ont cette maladie. C'est une association qui travaille sur le traitement alternatif. Donc voilà, on le fait. Et les histoires sont complètement différentes et des fois vous tombez sur ces histoires-là et d'un seul coup c'est plus juste une campagne de com, c'est juste waouh, c'est un truc... Mais bon, ça participe en même temps, ben, ça fait partie de la vie, c'est des choses qu'on vit, on ne vit pas que des choses marrantes, on fait des choses amusantes, singulières, ben, on peut vivre ça.